La résilience de l'Internet, ça passe aussi par la résilience de l'hébergement des équipements. Il ne suffit pas d'avoir des équipements redondants. Mettre 12 châssis dans un même site, ça ne sert à rien. Ou du moins, ça sert jusqu'à un certain point. Donc, à un moment donné, il ne suffit pas de diversifier les châssis, les équipements. Il faut également, en fait, diversifier les lieux géographiques. Donc, combiner le fait que j'ai mentionné précédemment, diversité des chemins de fibre optique, pour éviter les cas de rupture avec les anecdotes que j'ai mentionnées. Diversité, en fait, des data centers dans lesquels vous mettez vos équipements. Et dans le data center, il faut prendre la précaution d'aller jusqu'à une double adduction. C'est-à-dire que si vous avez des chemins optiques différents de bout en bout pour relier deux POP, si à un moment donné dans le data center, tout passe par un même chemin de fibre, bah, c'est pas top. Donc il est bien également d'avoir des doubles adductions jusqu'au B elle-même, de façon à avoir une vraie redondance de bout en bout. Et puis, idéalement, mettre vos équipements dans les data centers. Maintenant, qui data center dit pas 100% fiable. Globalement, vous avez un service professionnel qui est fourni par data center, mais il peut y avoir des problèmes. Un cas récent, Telehouse 2, il y a quelques mois, au premier étage, il y a eu un incident électrique. Ça arrive. C'est pas que Telehouse, ils sont plus mauvais que les autres. C'est simplement, en fait, que des incidents peuvent arriver même dans un data center. Et il se trouve qu'il y avait un certain nombre d'ISP, FAI, opérateurs qui étaient situés dans ce data center, qui s'étaient dit « je ne vais pas prendre une double ALIM, ça ne sert à rien ». Une vraie double ALIM fournie par le data center, ou du moins ils avaient double ALIM dans leurs équipements, mais en fait c'était un seul feed électrique par le data center. Donc nous, au niveau du point d'échange Internet, comme on interconnecte les opérateurs, bon, on a un peu vu qui étaient les mauvais élèves, donc je ne vais pas les citer là, ils se reconnaîtront. Ils ont même, en fait, j'aurais pas aimé être à leur place, mais en fait, on l'a vu sur la centaine de membres présents dans ce data center côté France X. Il y en a une petite douzaine qu'on a vu en alarme au niveau de l'outil supervision. Sur le coup, on se dit merde, il y a un no switch qui est parti en vrac, qu'est-ce qui se passe? Puis après, on regarde, on avait plusieurs équipements et au bout de quelques minutes, on a déduit que le problème n'était pas chez nous. Donc, nos équipements étaient bien en double ALIM et tout ça, mais ces gens-là avaient peut-être des doubles ALIM dans leurs équipements, mais un seul feed EDF. Donc on voit que si on considère que ces gens-là aient fait confiance au data center, oui, mais il faut aussi intégrer certaines contraintes quand on fait le design. Les shelters, j'ai déjà expliqué. Les shelters, c'est locaux techniques où on réamplifie les signaux. Donc j'ai déjà mentionné en fait ce point-là. Donc là, on a vu la notion de résilience au niveau de l'infrastructure fibre, donc les couches basses. La résilience au niveau des équipements et la façon de faire son design. Si un opérateur télécom ne prend pas la peine après au niveau des couches logiques, qu'il rajoute par-dessus les couches physiques, de faire également une résilience, là de la même manière, ça ne sert à rien. Heureusement, la plupart des opérateurs sérieux font des résiliences au niveau des couches logiques qu'ils mettent dans leur réseau. Donc là, je ne vais pas sombrer dans le détail, je pourrais détailler ça pour ceux que ça intéresse plus tard. Mais en fait, les opérateurs, ils vont faire les topologies logiques type ISIS ou SPF. Ils vont faire de la résilience au niveau de leur couche Ethernet niveau 2. Et puis, ils pourront également faire du reroutage transparent, pseudo-transparent au niveau 3, voire au niveau MPLS, suivant le design de leur backbone, de façon à pallier des problèmes physiques et à les contourner par le fait de rerouter le trafic sur leur infrastructure. La résilience en fait de l'Internet, on a vu il y a la partie physique, la partie logique, mais la partie physique est également déclinée au niveau des interconnexions. Comme je l'ai indiqué, un opérateur peut faire son backbone résilient, c'est bien. Si ensuite il a une seule porte de sortie vis-à-vis de l'Internet, bah, c'est pas top, parce qu'il suffit qu'il ait un problème, soit sur l'équipement qui fait la porte de sortie, soit sur l'interconnexion physique, et à ce moment-là, la résilience n'est plus respectée. Donc il y a besoin d'avoir une résilience des connexions des opérateurs avec les éléments extérieurs. Donc les points d'échange sont une partie de la réponse. Donc les opérateurs aujourd'hui, soit ils se connectent en fait sur des points d'échange, par exemple France X, soit ils se connectent, enfin j'irais même en plus connecter sur plusieurs points d'échange, ils peuvent se connecter sur plusieurs POP d'un point d'échange. Pendant des années, les points d'échange se disaient on ne va pas faire des designs robustes au niveau de notre point d'échange parce qu'il y a plein de points d'échange. Donc il n'y a pas besoin
de faire une complexité au niveau du point d'échange, puis que l'opérateur multiplie ses connexions sur différents points d'échange. C'était un peu la tendance qu'il y avait en fait il y a encore quelques années. Maintenant, on voit qu'il y a des points d'échange stratégiques en Europe et dans le monde. Les plus gros points d'échange Internet dans le monde se trouvent en Europe. Le plus gros dans le monde, c'est le DKX à Francfort. Après, c'est l'Amzix à Amsterdam. Après, c'est le Lynx à Londres. Il y a l'Espanix et le GIX de Moscou qui doivent pas être loin derrière. Et puis, depuis qu'il y a le projet FranceX, on revient dans le top 10, alors que la France était dans le top 30 ou top 40 des points d'échange il n'y a pas encore longtemps. Donc il y a beaucoup de points d'échange Internet, mais néanmoins, on voit que la tendance actuelle, c'est une complexité au niveau des gros points d'échange Internet. Donc après, le compromis à trouver, et je rejoins tout à fait l'analyse de Daniel, c'est à un moment donné trouver le bon dosage entre la complexité pour avoir de la résilience et puis faire en sorte que ce ne soit pas trop compliqué, sinon cette résilience est dure à maintenir. Donc c'est pas facile de trouver ce bon dosage, mais je suis totalement d'accord sur l'analyse. Donc au niveau de FranceX par exemple, nous on a monté plusieurs POP, rien que sur Paris on a 8 POP. Il y a un maillage, en fait, on a fait 2 cœurs, et plutôt que de faire un maillage complet qui aurait fait un truc un peu compliqué, on a fait une double étoile. Donc tous les data centers qu'on appelle Edge, donc les data centers périphériques, sont doublement interconnectés sur 2 cœurs. Les équipements des cœurs sont entièrement redondés. Et donc on a des chemins physiques distincts, des Edge vers les cœurs. Et au niveau du cœur, on a introduit du routage MPLS, VPLS, je ne rentrerai pas dans le détail, mais en gros, ça permet de faire de la convergence et du routage ultra rapide pour que même dans le cas où on perd un cœur, c'est complètement transparent pour l'ensemble des opérateurs connectés sur notre infrastructure. Donc il y a également besoin, comme on l'a vu, d'avoir une résilience au niveau des interconnexions des opérateurs. Résilience également des accès IP transit. Parce qu'on a vu un opérateur, il va s'interconnecter soit physiquement avec d'autres opérateurs, soit s'interconnecter sur un point d'échange. Et puis pour tous les autres partenaires qui ne le voient pas, il les verra à travers un IP transit. Donc aujourd'hui, un fournisseur d'accès Internet qui se base sur un seul fournisseur de transit IP pour fournir de la connectivité à ses utilisateurs, je regrette de dire que ce n'est pas ce que j'appelle de la résilience. Un FAI un peu sérieux, il doit avoir au moins 2 fournisseurs de transit IP. Et les critères qu'on regarde quand on choisit un fournisseur de transit IP, malheureusement aujourd'hui, il y a trop de cas où ils sont choisis en fonction du prix. Du genre, le mégabit, vous me le faites à 50 centimes ou à 49 centimes et demi. Donc c'est un peu le problème. Et trop souvent, en fait, il n'y a pas le cas qui est traité. Oui, mais ces opérateurs de transit, quel câble sous-marin, quel câble empruntent-ils? Est-ce qu'ils ont une plus forte connectivité vers l'Amérique du Nord, vers l'Amérique du Sud, vers l'Asie? Je cite ça parce que typiquement, il n'y a pas si longtemps que ça, enfin ça fait quelques années quand même, on croyait que la connectivité entre l'Europe et l'Amérique du Nord était infaillible parce qu'il y avait une multiplicité des câbles transatlantiques et qu'il y avait les technos de multiplexage de longueur d'onde WDM qui permettaient d'avoir une capacité quasi infinie de transport. Manque de bol, qu'est-ce qui s'est passé? Un des plus gros câbles qui était construit, le câble TAT14 sous Atlantique, il a pété. C'est un câble en double anneau, comme beaucoup des câbles de câbles sous-marins. Donc on s'est dit, puisqu'il est en anneau, la partie nord et la partie sud de l'anneau ne passent pas du tout par les mêmes endroits. Donc c'est infaillible. Donc certains fournisseurs de transit avaient quasiment mis que leur capacité de transport sur ce câble-là et très peu de capacité de secours sur d'autres câbles. Le câble a pété au nord et au sud. Alors au nord, je ne sais plus quelle était la raison, ça devait être une tempête qui a arraché le câble. Et puis au sud, c'était un filet de pêcheur qui avait arraché le câble, ou l'inverse, je ne sais plus. Enfin bref, les 2 parties de l'anneau ont pété. Et puis pendant qu'ils étaient en train de réparer la moitié de l'anneau, la panne est arrivée sur le 2e anneau. Résultat, il y avait eu des impacts à l'époque significatifs en France, où des FAI se sont retrouvés le bec dans l'eau à dire « ouin ouin ». Mes clients sont tous en train de se barrer parce qu'en fait, j'ai plus du tout de connectivité. Et en fait, ils avaient une connectivité partielle sur les points d'échange ou avec quelques peerings qu'ils avaient, mais ils n'avaient pas le reste de la table de l'Internet à travers leur fournisseur d'IP transit. Et c'était dit, bah non, TAT 14, machin. Ou alors, ils n'avaient pas pris la peine de regarder chez qui eux-mêmes ils avaient acheté la capacité. Donc à l'époque, moi j'étais chez Renater, et Renater n'avait pas du tout été impacté parce qu'on avait regardé à l'époque justement quel fournisseur d'IP transit avec quelles options sur quel câble,
Et on avait été un des rares à ne pas être du tout impacté parce qu'il y avait la capacité largement suffisante sur d'autres câbles. Bah, tous les opérateurs de l'époque n'avaient pas pris la peine de faire cette analyse et étaient allés au moins cher. Bah, après, bonjour la résilience. Donc, il y a également la partie résilience en fait, des hébergeurs et puis des Content Delivery Network. Donc là, je ne vais pas détailler parce qu'il y a de quoi en parler pendant 2 heures. Mais globalement, cette partie-là, en général, il y a des architectures distribuées basées sur du cloud, des solutions de type Anycast qui sont derrière. Donc, cette partie-là, elle peut être en fait, du fait qu'elle soit distribuée, elle est un peu plus, on va dire, plus robuste au niveau du principe elle-même.